Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, qui est donc supposée avoir une certaine culture, c'est ce qu'on penserait d'un ministre de l'Enseignement supérieur, a déclaré qu'elle allait porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique parce que, selon elle et selon les journalistes et puis selon tous ceux qui veulent constamment enfoncer l'AFI et Mélenchon, selon eux, Mélenchon aurait comparé le président de l'université de Lille, qui lui a interdit une conférence, avec un nazi, en l'occurrence Adolf Eichmann. Donc on va reprendre depuis le début les paroles exactes qu'a dites Mélenchon à sa conférence de Sciences Po Paris, et on va voir que la plainte de Sylvie Retailleau ne tient absolument pas la route. Que mes premiers mots soient pour la direction de cet établissement qui a permis que se tienne notre rencontre. Au contraire d'autres qui, cédant aux pressions que par ailleurs ils dénonçaient, se sont mis à genoux devant la menace que, paraît-il, présentait ma présence et celle de Rima Hassan. Sottise qui m'a ramené à une réflexion dont je vous ferai part dans un instant. Quand j'ai vu un président d'université pleurnicher qu'il est l'objet de pressions et céder à ces pressions, suivi d'un préfet qui commet des abus de pouvoir puisqu'il a interdit une réunion dans une salle privée, mais je laisse le préfet de côté, je pense qu'il a été dressé, il a pensé que du point de vue de sa carrière, ce serait une bonne chose de montrer qu'il n'avait pas peur des insoumis. Je repense d'abord à ce président d'université. On m'a dit que c'était un brave homme, je le crois. Et c'est là qu'intervient un concept, c'est les textes d'Hannah Arendt. Et Hannah Arendt écrit en 1951 sur les origines du totalitarisme. Ces thèses, je ne vous dis pas, je les partage toutes, je suis d'accord, et faites comme ça. Non, je vous dis, ça donne à penser. Et elle, en 1961, elle suit le procès de l'assassin Eichmann, qui était l'homme qui avait organisé, planifié la solution finale. Et maintenant, Eichmann devient non pas un argument de comparaison. Si vous tapez dans Wikipédia, parce qu'on a cherché partout avec mes copains, si j'étais le seul et unique à mentionner Eichmann comme le modèle de ce que je dénonce. Et non, alors dans Wikipédia, il est marqué l'argument Eichmann. L'argument Eichmann, ça consiste à dire, écoutez, moi, je ne suis pas coupable, quand on lui demande, je ne suis pas coupable, au sens de l'accusation qui dit que je suis coupable d'un crime. Je ne suis pas coupable d'un crime, dit-il, parce que j'ai appliqué les lois de mon pays. Ah, mais c'était des lois nazies. Ben peut-être bien, mais dit-il, c'est pas moi qui décidais. Donc j'ai exécuté les ordres qu'on m'a donnés et j'ai été un bon serviteur, un bon administrateur. Je ne suis pas coupable. Et cette question de la responsabilité individuelle, pour ceux qui ont un sens de la transcendance ou une foi qui oriente leur vie, est un aspect. Mais pour ceux qui agissent dans le vide, nous ne sommes pas des êtres sans morale, nous ne sommes pas des êtres sans perspective. Et donc, c'est un sujet qui nous interpelle. Devons-nous être seulement les bons serviteurs de ce qui est légal? L'argument d'Eichmann consiste à s'estimer exempté de responsabilité morale sous prétexte que on n'a fait qu'obéir aux ordres, ou qu'on n'a fait que notre travail, ou qu'on n'a fait que notre devoir. Voilà, c'est la définition de l'argument d'Eichmann. Benjamin Constant, en 1818, donc c'est pas nouveau, écrivait « Rien n'excuse l'homme qui prête son assistance à la loi qu'il croit inique, le juge qui siège dans une cour qu'il croit illégale, ou qui prononce une sentence qu'il désapprouve, le ministre qui fait exécuter un décret contre sa conscience, le satellite qui arrête l'homme qu'il sait innocent pour le livrer à ses bourreaux. » En réalité, Jean-Luc Mélenchon a constaté, à cause de la lettre d'explication du président de l'université, que ce président avait fait preuve de lâcheté en obéissant à des ordres, à des pressions auxquelles il n'avait pas fondamentalement à obéir, puisque à l'université, c'est lui qui commande. Il a tout de même obéi, alors qu'au départ, il avait autorisé cette conférence avec Mélenchon et Rima Hassan, donc il n'y avait vu rien de problématique. L'argument d'Eichmann est à mettre en parallèle avec l'expérience de Milgram, qui avait été popularisée dans le film I Comicar d'Henri Verneuil avec Yves Montand.
Au début des années 60, un psychologue américain, Stanley Milgram, mène des expériences, c'est ce qu'il dit aux personnes qu'il teste, sur l'apprentissage de la mémoire. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. C'est pas dangereux, votre truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement pour éviter d'éventuelles brûlures. Ah. Eh ben... Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques ont aidé M. Rivoli à améliorer sa mémoire? La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Allons-y. Mot suivant, grillé. Pain grillé. Mais non, c'est faux. C'était poisson, poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, Monsieur Despol. Alors, le mot suivant, c'est blanche. Blanche! Regardez bien. Despol essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. On peut peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, Monsieur Despol. Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Eh, monsieur! Vous m'entendez? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité. C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despol et la chaise de monsieur Rivoli. Et monsieur Despol n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent. Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. C'est effrayant. Monsieur le procureur, vous
c'est à 180 volts que vous avez réagi.